Je me trouve sur la Côte d'Azur. J'ai mis le cap sur la capitale de la Provence et la deuxième plus grande ville de France. Porte d'entrée de l'Afrique et de l'Orient sur l'Europe. Cette position lui a valu un passé plutôt sanglant. La French Connection, autrefois fournisseur majeur de l'héroïne aux États-Unis, n'a pas aidé à embellir sa réputation. Je suis en route pour Marseille. Aujourd'hui, Marseille doit faire face à une nouvelle vague de violence. Où le fusil d'assaut AK-47 est l'arme de choix. En un an et demi, 75 meurtres ont été commis, dont 35 à cause de la drogue. Malgré l'augmentation des arrestations liées au trafic de drogue, la violence est toujours là, tout comme la demande pour les substances illicites. Ce serait parce que la drogue, qui transitait autrefois par Marseille, s'y est aujourd'hui installée. Je veux comprendre pourquoi. Ils entrent, on les suit. Mon but est de rencontrer les trafiquants de drogue, les dealers et les hommes de main. La tension est palpable. On va passer à côté des dealers. Ils ne vont pas aimer ça. Ils se sont retournés. Pour les trouver, je dois me rendre dans une des plus dangereuses cités de France. Ils se tirent dessus, c'est vous donnez notre partie ou on vous tue. Ces cités, comme on les appelle, sont des zones de non-droit. On s'est engouffré dans une impasse. Ce n'est pas une bonne idée. Nous ne sommes pas les bienvenus. Marseille attire près de 10 millions de touristes par an. En 2013, elle sera la capitale européenne de la culture. Pour l'occasion, le coût de la remise à neuf du Vieux-Port est de 150 millions d'euros. Mais Marseille a du mal à se défaire de son passé houleux. Il y a plus de 30 ans, les trafiquants tenaient déjà des laboratoires clandestins destinés à la production d'héroïne vendue à l'international. Hollywood l'a même immortalisé à l'écran dans le film French Connection. L'un de ses derniers parrains, Francis Van Verberg, alias le Belge, fut abattu en l'an 2000. J'ai rendez-vous avec son ancien ami proche et beau-frère, Tony Languille. Ross, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va. Antoine Cossu a fait 11 ans de prison pour trafic de drogue. Voilà. Nous étions une équipe d'amis et rien ne nous résistait. Les braquages, les vols, tout y passait. Voilà. Ça, c'est le tombeau de Francis. Van Verberg. Van Verberg. Il est monté un petit peu là-haut, au pinacle, pour ainsi dire, du banditisme. C'est vrai que maintenant, on roulait aussi, hein, voiture au sport, jaguareux. Vous aviez les voitures et les filles, alors? Ouais, hein. On était toujours bien habillés et tout, on avait l'argent. On était recherchés de partout, mais j'ai toujours été là. Deux fois, je suis allé en prison et 2 fois, comme nous étions des amis, Francis, il est venu me faire évader. 2 fois? Ah, ouais. Il faut vraiment avoir accroché pour aller braquer, voilà. Donc automatiquement, c'est pour ça qu'on est venu souvent nous trouver, avoir le respect. Tony m'explique que l'époque où les gangsters essayaient de ne pas répandre la violence en dehors de leur milieu est révolue. Le respect a disparu avec l'émergence d'un tout nouveau genre de gangsters. Les commerces locaux sont souvent victimes de braquages. Ils font ça en plein jour. En 2010, cette bande s'est emparée d'un fourgon blindé en plein centre-ville. Et les individus se sont enfuis avec 8 millions d'euros.
La police a perquisitionné des armes à feu la semaine dernière, dont 27 fusils d'assaut de type militaire. Les Kalachnikovs sont un gros problème. Regardez ce gros titre. Qui est derrière la Kalachnikov? On nous a expliqué que pour 800 €, il est facile de s'en procurer une. La plupart proviennent de l'Europe de l'Est, de la Bulgarie et des Balkans. Il y a une expression que les gangsters utilisent ici, qui est « Vive le rêve Kalachnikov ». Elle signifie simplement que n'importe quel petit criminel peut partir de rien et se hisser jusqu'au sommet grâce à cette arme. Beaucoup de ces jeunes criminels en herbe viennent des cités. À Marseille, on trouve une bonne centaine de ces tours. Et ces quartiers ont leur propre gang et leur propre trafic de stupéfiants. Certains parmi les jeunes dealers gagnent du galon grâce aux attaques à main armée. Je pars à la rencontre d'un ancien gangster qui a son propre club de boxe en plein cœur d'une cité. Franco Armessian a fait 6 ans de prison pour attaque à main armée. À ton avis, la recrudescence de la violence à Marseille est-elle directement liée au nombre élevé de dealers dans la rue et à la quantité de drogue disponible? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Et tout le monde y veut croquer, donc ils se tirent dessus. Si vous donnez une partie, ou on vous tue, ou... Voilà. Il y a les braqueurs, les voleurs, les dealers, et tout le monde qui se mange le foie entre eux. Parce que tout le monde veut sa part du gâteau. C'est ça. Et il y a trop d'armes en circulation. Tous les jeunes, même des petits de 12-13 ans, ils ont peut-être plus d'argent que nous. Donc acheter une arme, acheter une voiture ou acheter une moto pour aller gérer sur quelqu'un, c'est plus un problème. Le nombre de fumeurs s'est multiplié, c'est beaucoup multiplié. Donc dans le bambou, maintenant l'argent il est vraiment là-dedans. Est-ce que ça te surprend que ce soit à cause du cannabis, une drogue pourtant censée relaxer le consommateur, que des gens s'entretuent dans cette ville? Oui, ça a changé énorme. Et les réseaux, avant, vous avez un réseau par quartier, maintenant il y en a 3-4 et les 3-4, ils sont blindés, ils ramènent beaucoup d'argent. Tu penses que je pourrais y entrer? En fait, c'est pas de rentrer, c'est de pouvoir ressortir. C'est comme un château fort et la police ne peut pas rentrer, donc elle ne peut pas attraper les gros investigateurs. Quelle ironie. Le cannabis, cette drogue douce que certains aimeraient voir légalisée, est la cause de tous ces meurtres entre gangs. Dans les cités, la police fait des descentes 2 fois par jour. Demain, je me joindrai à eux. À la tête de cette opération, le commandant Fossier. Messieurs, fixe! Repos assis. Pour que l'opération réussisse, ils doivent arrêter les choufs, ou guetteurs en arabe. Ils sont dispersés un peu partout dans la cité. On a eu l'info, on a un chouf au droit de l'entrée du bâtiment N. Vous avez le descriptif, vêtu intégralement de blanc, haut et bas. Lunettes de soleil, cheveux longs. 3 policiers en civil vivent dans la cité. Ils observent les dealers. Bon, messieurs, on se prépare, on se met tous en réserve dans les véhicules. La police se présente, in English, strike and go. Donc vous entrez, vous frappez et vous vous repliez immédiatement. Oui. Grâce à ce type de descente, vous avez saisi 418 armes à feu et 47 étaient des Kalachnikov. Vous n'avez pas peur qu'un jour, à votre arrivée, on vous accueille avec une rafale de balles? Bien sûr que nous sommes concernés puisque nous avons des motards qui sont intervenus sur un braquage, un hold-up, et qui se sont fait arroser à la Kalachnikov. C'est très dangereux. S'il y a un tireur caché. Sur le toit.
Les hommes que la brigade recherche ne sont pas des enfants de cœur. Ils auront sûrement des AK-47 sur eux. La police veut aussi mettre la main sur des armes et de la drogue, alors il est indispensable de porter un gilet pare-balles. Je serai dans le premier véhicule, alors j'ai intérêt à mettre le mien. Je me trouve dans un convoi de 15 véhicules transportant 60 agents de police. Il est plus prudent de venir nombreux. En 2011, un agent de police a pris plusieurs balles dans la tête dans une cité voisine. Nous entendons à la radio qu'un des policiers en civil s'est fait repérer par un dealer et qu'il pourrait être en danger. Il fonce. C'est parti, c'est parti. On va arriver sur le lieu, à 200 mètres pour les collègues. Pied de biche, pied de biche. Ils entrent, on les suit. Pas de drogue? Non, juste des boissons. Des boissons? Ouais, c'est tout. On avait un individu qui surveillait les étages, un chouf. Ouais, le chef. Le guetteur? On ne le savait pas. Donc, quand il a vu mes collègues, il a crié et c'est parti. C'est pas grave. D'accord. La police a fait aussi vite qu'elle a pu. C'était impressionnant, on aurait dit une course de rallye. Mais quand elle est arrivée, les choufs qui étaient au deuxième étage se sont volatilisés. Ils sont ici, dans cet immeuble, mais où? Les policiers vont sortir les chiens. Avec plus de 5000 habitants dans cette cité, toute ressemblance avec un chouf fait de quelqu'un un suspect. La sécurité. Mais vous n'avez pas à venir me toucher comme ça, vous n'avez pas à faire ça. Récemment, la police a procédé à 6 arrestations ici et a saisi pour une valeur de 160 000 € de stupéfiants. Cette communauté se serre les coudes. La police n'y est pas très appréciée. C'est la voiture où il y avait les chiens. Oui. Et quelqu'un a acheté une grosse pierre dessus. Oui. Aussi sur la tête. C'est quelque chose d'assez fréquent. Ouais. 30 minutes plus tard, la police a appréhendé 2 suspects. Ils en ont un. Ils ont arrêté un des choufs. Ils vont l'interroger pour découvrir où se cachent les coupeurs. Ceux-là même qui coupent la drogue avant qu'elle ne soit vendue dans la rue. Sa mère est ici. C'est comme ça les vendeurs, c'est comme ça. C'est comme ça. Chauffe comme ça. Chauffe. Ils fouillent le suspect, mais ne trouvent pas de drogue. La police ramène un suspect au poste pour un interrogatoire plus poussé. Qu'est-ce qui va lui arriver? À Marseille, le parquet, au niveau judiciaire, ne veut pas qu'on garde les choufs. Si on n'a pas d'argent et si on n'a pas de produits, le chouf, on ne le prend pas.
Ce n'est pas illégal en France de faire le guet à un coin de rue. Vous saviez ce qu'ils faisaient et ils savaient ce que vous saviez. Mais il n'y a pas de délit. On ne peut rien faire. C'est de plus en plus difficile d'attraper, d'avoir du matériel, et de la drogue, des armes, de l'argent. C'est de plus en plus difficile. De par son ouverture sur la mer Méditerranée, Marseille est le port idéal d'entrée des drogues en Europe. L'héroïne est acheminée par les terres depuis l'Afghanistan, puis par bateau depuis la Turquie. La cocaïne vient d'Amérique du Sud et le cannabis du Nord et de l'Ouest africain. D'énormes quantités transitent par ce port. Plus de 100 millions de tonnes de marchandises sont déchargées au port de Marseille chaque année, dans des conteneurs comme ceux-ci. Ce doit être comme essayer de trouver une aiguille dans une meule de foin. Il y en a tellement. La douane française est la première ligne de défense. Pour les aider dans leurs recherches, Bruno Ligio et son équipe ont recours à un scanner à rayon X. Bruno, combien de conteneurs scannez-vous par jour? 20. 20. Ouais. Et combien de conteneurs arrivent au port chaque jour? 3000. Ouais. Ça ne fait que 20 sur 3000. Sur les 20 que vous scannez, combien en ouvrez-vous? En moyenne, 2 à 3 conteneurs vont être ouverts. C'est la roulette. Ouais. La roulette. Ouais. L'an dernier, les douanes ont saisi plus de 30 tonnes de cannabis. Malheureusement, les chances que les trafiquants se fassent prendre sont minces. Les contrebandiers n'utilisent pas que le port. Ils font aussi venir le cannabis d'Espagne par l'autoroute A55. Depuis l'ouverture des frontières, notamment entre la France et l'Espagne, un nouveau phénomène a fait son apparition, le Go Fast. Les trafiquants se procurent des voitures puissantes, volées en Allemagne à cet effet, puis se rendent en Espagne depuis Marseille. Là, ils collectent la drogue et retournent aussi vite que possible à Marseille par l'A55. En général, il s'agit de convois de 3 ou 4 voitures qui reviendront décharger la marchandise dans un quartier où la police ne peut pas entrer. Il serait logique de penser qu'à notre époque, grâce au GPS et à la présence de péages sur cette autoroute, la police aurait les moyens de les arrêter. Mais non, ils lui échappent irrémédiablement. La cité la mieux positionnée sur cet itinéraire Go Fast est la célèbre Castellane, située à 2 pas de l'autoroute. Cette nouvelle route a fait son apparition car les jeunes de ce quartier essaient de destituer les trafiquants établis. Nombreux sont ceux qui ont de la famille en Afrique du Nord, où l'on cultive et compresse le cannabis. Il est très difficile de s'introduire dans ces quartiers. J'ai rendez-vous avec un éducateur, Dika, sur une colline avec vue sur la Castellane. Elle s'appelle la Castellane parce qu'elle ressemble à un château? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une forteresse, avec une muraille tout autour et des personnes qui guettent dans des toits, qui scrutent la cité. Ils sont tellement paranoïaques, les minots, que tout le monde protège son bien. C'est intéressant, car il doit y avoir à peu près 8000 personnes vivant là. Tout le monde n'est pas dealer quand même. Il n'y a pas que des vendeurs de drogue, il y en a plein qui veulent s'en sortir. On est tellement renfermés qu'on a du mal à sortir de cette cité. Quand tu étais jeune, tu étais conscient que se développait un véritable marché de la drogue autour de toi? Le cannabis est arrivé dans les années 90, il y a eu une forte demande, tout le monde avait besoin d'évasion. Donc bon nombre de Marseillais, des classes ouvrières aux classes privilégiées, viennent ici
acheter de la drogue. Ils consomment énormément. Et maintenant, c'est difficile de s'en passer pour certains. Qu'un réseau à la fois si complexe et si bien organisé ait été créé dans le simple but de vendre du cannabis, c'est déroutant. Cependant, la demande est très forte à Marseille. Et la police estime que le chiffre d'affaires de la Castellane à elle seule s'élève à 12 000 € par jour. Si on regarde bien, des guetteurs sont postés aux 8 entrées. Ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont 2 fonctions, surveiller la police, mais aussi surveiller les acheteurs qui viennent ici pour s'approvisionner. Certains hommes de main sont là pour ravitailler les guetteurs, et de temps en temps, ils vendent aussi de la drogue. Leur rôle est surtout de faire l'intermédiaire entre les coupeurs et les guetteurs. Les coupeurs sont les vrais chefs, ceux qui commandent les drogues, les coupent et les distribuent à ces hommes de main. Ce schéma est le même partout ailleurs dans la cité phocéenne. Beaucoup de quartiers sont des zones de non-droit. Un policier seul ne peut pas y entrer. Il faut venir avec beaucoup de renforts. Les journalistes n'ont aucune chance non plus. Le seul moyen est d'être soit un habitant de la cité, soit un acheteur, auquel cas on est soumis à une lourde inspection avant de pouvoir passer. De par son architecture, sa position et ses profits élevés, la Castellane est la cité la plus difficile d'accès. Après en avoir discuté avec nos contacts, nous sommes fixés. Nous ne pourrons entrer dans aucun quartier chaud. Ça ne m'étonne pas vraiment, puisque nous rencontrer n'apporterait pas grand-chose aux dealers ou à leurs opérations. Par chance, nous trouvons 2 hommes qui acceptent de nous servir de guides. Depuis notre arrivée, tout le monde et même la police nous a dit qu'il ne valait mieux pas s'approcher d'un quartier chaud, que c'était dangereux et qu'on risquait de se faire attaquer, qu'on nous prendrait notre caméra et qu'on mettrait le feu à notre voiture. Mais ces 2 hommes vont nous aider. Ils ne veulent pas être filmés et on va déformer leur voix. C'est à cette condition qu'ils ont accepté de nous faire entrer à la cité de Fond-Vert. C'est là que nous allons. À ma surprise, nos guides nous font visiter plus d'une cité. On y est. Ces endroits sont très reconnaissables. Il va y avoir les choufs, les guetteurs. Ce sont les premiers que nous verrons. Venez à gauche, là. Là, à gauche. À gauche. Le voilà, le voilà. Le type assis sur une chaise. Il est parti, je crois. Et voilà les cris. Celui-là en haut avertit les autres que nous sommes entrés dans la cité. Ce sont les guetteurs, là, sur ta droite, juste à droite, là. Il y a aussi un chouf. Il siffle maintenant. Regarde en haut, là, regarde, ils sont partout. Leur système est bien huilé. Si on habite ce quartier, on sait mieux que quiconque ce qui s'y passe, où cacher la drogue, comment et par où s'échapper. En face de nous, c'est la Castellane. Nos hommes veulent bien nous emmener dans n'importe quelle cité, mais ils refusent de s'approcher de celle-là. Ils disent que c'est trop dangereux, qu'il ne faut pas y mettre les pieds. Ils ne veulent pas aller plus loin. J'avoue que je suis d'accord avec eux. On ne rentrera jamais. Attendez, nous y entrons. On y est là, on est entré. Tout à coup, mes guides décident d'entrer dans la cité de la Castellane, la plus redoutée de tout Marseille. Regarde. Il crie de là-haut. Ce mec-là, avec la chemise blanche, il nous regarde en criant. Ça devient intéressant. Attends, je vais me reculer. On sort d'ici ou pas? C'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Bon. On y est. Le type sur le scooter, c'est lui, c'est le guetteur. Il nous suit. Il nous regarde tous.
Et ceux-là, vous les voyez? Le groupe. Ils sont sortis pour voir qui on est. On se fait observer comme il faut. On dirait qu'ils vont nous lancer des trucs dessus depuis leur scooter. Il y en a un autre là. Donc en gros, regardez, il y en a un juste à côté de nous, là. Quand on a fait demi-tour, c'est là que tous les scooters sont sortis. C'était un peu comme Star Wars. La Castellane, c'est l'étoile noire, et les scooters, les petits vaisseaux spatiaux. Ils voulaient nous intimider. Mais ça a marché puisqu'on est parti. Sur le chemin du retour, nos guides décident de faire un crochet par notre destination initiale, Fond Vert. Nous faisons ça peu après-midi. Si nous venions dans ces quartiers la nuit, il y a de fortes chances qu'on se retrouve enfermés de l'intérieur. Quand quelqu'un qu'ils n'aiment pas s'introduit sur leur territoire, ils en bloquent les différents accès. La personne ne peut plus sortir. J'aimerais éviter que ça nous arrive. Il faut qu'on fasse demi-tour. On s'est engouffré dans une impasse. Ce n'est pas une bonne idée. On doit partir d'ici. Surtout que j'ai entendu leur cri de reconnaissance qui veut dire police. Qu'avons-nous ici? Oh, c'est pas vrai. Et voilà. On vient de nous jeter quelque chose dessus. Une brique ou un objet en verre. C'était un bloc de glace. On a de la chance qu'il n'ait pas traversé le pare-brise. On n'est pas les bienvenus. On s'est retrouvés un peu pris au piège dans l'impasse et ils en ont profité. C'est un bloc de glace qui a frappé le capot. D'après nos deux amis, ils les gardent dans leur congélateur à cet effet. L'avantage, c'est que si la police fait une descente, elle ne trouvera aucun projectile classique dans les appartements. Il leur arrive aussi de lancer des boules de pétanque. Je n'ose pas imaginer les dégâts que ces boules peuvent causer. Déjà, le bloc de glace en lui-même est potentiellement mortel s'il vous tombe sur la tête. Nous sommes sur le lieu du dernier barbecue marseillais. Cela consiste à tuer quelqu'un et le mettre dans une voiture qu'on brûle ensuite. La police sait que celui qui a eu lieu il y a 2 semaines était lié au trafic de drogue. L'homme à l'origine de cette méthode criminelle s'appelle Farid Berhama, dont le record est de 4 barbecues en une nuit. Farid a lui-même été éliminé pour avoir tenté de gravir trop vite les échelons. Cela montre une fois de plus à quel point les choses ont changé. À l'époque, on assassinait quelqu'un et on jetait le corps à la mer. Aujourd'hui, c'est devenu très démonstratif. Les gangsters veulent faire les gros titres et semer la terreur. Entrer en contact avec des narcotrafiquants n'est jamais chose aisée, en particulier dans une ville européenne. Il me reste à découvrir pourquoi les cités de Marseille sont les plaques tournantes de l'industrie de la drogue. Pour obtenir des réponses, je pars à la rencontre d'un habitant d'un des quartiers les plus pauvres de France, la cité Félix Piat. À sa demande, je rentre dans la cité. Je ferais mieux de rester sur mes gardes. On arrive. Le type devant nous là-bas. Tu le vois? Ces types ne vont pas du tout apprécier notre présence sur leur territoire. Ce sont des dealers. Ils ne vont pas aimer que nous passions si près d'eux. Ils ont caché leur visage. Ils n'ont pas l'air contents. J'ai l'impression qu'on s'est fait repérer. Ouais, c'est certain. La caméra, la caméra. Ça les énerve.
Mon contact s'appelle Youssou Moussa. Il a grandi ici et il est aujourd'hui le président du club de foot du quartier. Le poste de police est situé tout près de cette cité. Vraiment à 2 pas. Pas loin du tout. Pourquoi est-il entouré de tout ce grillage? Par mesure de sécurité? Parce que la police rentrait dans le quartier pour arrêter des jeunes. Les jeunes venaient, libérer mon collègue, les pierres, ils ont lancé des cocktails Molotov. Et du coup, 3 ans, ils ont lancé une grenade. Et du coup, ils ont décidé de fermer. Quand ils ont jeté la grenade et les cocktails Molotov, des agents de police ont été touchés? Un policier blessé. Yes. Même si Moussa est avec nous, on se fait remarquer. Notre présence ne passe pas inaperçue. Il est évident que les gens d'ici se méfient de tout le monde. Viens écouter en premier, après tu parles. Au lieu de chanter pour rien. Tu es comme Bouba, toi tu parles pour rien. Écoute ce qu'ils vont dire. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est sûr? Ah ben regarde. Est-ce que ça va? Pas de problème. Let's go. Plus vite, hein. Cette cité date des années 60. Elle avait pour but d'accueillir une population immigrée qui s'est vue petit à petit marginalisée du reste de Marseille. Les jeunes ressentent-ils une certaine pression d'avoir un rôle à jouer dans cette industrie de la drogue? La pression de la famille où il n'y a pas d'argent qui rentre, où le loyer n'est pas payé, où il a des petits frères et des petites sœurs qui ne mangent pas. Cette problématique, elle est assez grande et assez voyante à Marseille, c'est l'emploi. On s'arrête, stop. On a la cité de ce côté et juste derrière, un des plus gros chantiers d'Europe. Combien d'habitants de ce quartier sont employés sur le chantier européen? 0. Dans une certaine mesure, les pouvoirs en place vous ont laissé vous débrouiller tout seul. Ils vous ont isolé ici et vous ont pratiquement dit que tant que vous ne faites pas trop de bruit, ils vous laisseraient tranquille en quelque sorte. Oui, on va dire un peu à l'abandon. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Très simple. Très simple. On a plus de violence, plus de trafic de drogue et pas assez de travail. D'accord, Ross? Donner des emplois. Yes. Oui. Alors, pour que nous... Ce n'est pas toujours facile. C'est comme moi aujourd'hui, je viens de te dire bonjour, Ross. Ça va? C'est aussi simple que ça. Plus d'un tiers de la population à Félix Piat vit en dessous du seuil de pauvreté. Et à cause du taux de chômage élevé, beaucoup se tournent vers le trafic de drogue. Avant de partir, nous souhaiterions parler avec un dealer. Ayant mis sa méfiance de côté, un jeune dealer accepte de s'entretenir avec nous de manière anonyme. À tout juste 16 ans, il est déjà à la tête d'une petite opération. On vient, les clients ils viennent, on leur donne le produit, le sentent, ils l'achètent, et on le vend, c'est bon, c'est tout. Tu le coupes ou tu ne fais que le vendre? Je le coupe et je le vends. Et combien ça te rapporte par jour? Entre 600 et 1000 euros. Par jour? À partager en 6 ou 7. Y a-t-il une personne au sommet de la pyramide? Ouais, mais on le voit pas. Il n'habite pas Félix Piat. Non, c'est pas, personne ne sait. C'est pas d'où il vient. Si tu gagnes 9 000 euros par semaine, tu partages ça avec ton équipe. Mais quelle est la part du grand chef là-dessus? Pas moins cher. Il prend 50%. Tu m'as l'air d'être un jeune garçon intelligent. Pourquoi est-il si difficile d'avoir un travail? C'est parce que tu vis ici, dans cette cité? Ouais, il y a ça. Mais aussi, il y a beaucoup de racisme en France. Parce qu'ils voient un jeune, d'une cité, on dirait lui c'est un fouteur de merde, on le prend pas. Ils jugent directement. À ton avis, que diraient ton père et ta mère s'ils apprenaient que tu vends de la drogue pour gagner ta vie? Ah, je vaut mieux pas imaginer de toute façon. En vérité, je pense plutôt arrêter tout ça et chercher du travail. Parce qu'on va pas faire ça toute notre vie. On va pas je vais pas élever mes enfants avec
Ça risquait la prison alors que j'ai des enfants, putain. Même si tu n'as que 16 ans, tu es déjà conscient que si tu continues de faire ça, il est possible qu'il t'arrive quelque chose ou que tu finisses en prison. Moi? Ouais, j'y réfléchis, j'y pense tous les jours. J'ai de la peine pour ce jeune homme. Quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à trouver de travail. Je crois ce qu'il me dit. Il ne mentait pas. Il avait l'air d'avoir vraiment essayé. La première chose qu'il m'a dit hors caméra était qu'il avait envoyé beaucoup de CV, mais que personne ne voulait de lui. C'est triste d'en être réduit à faire partie de ce trafic quand on est si jeune, tout ça parce qu'on n'a pas le choix. Il a aussi dit quelque chose de très intéressant. J'étais persuadé en venant ici que les plus gros trafics allaient aux dealers du quartier. Mais en fait, il y aurait des hommes au-dessus de tout ça qui ne se salissent jamais les mains et qui prennent la moitié des profits faits ici. Alors la question est, qui contrôle tout ça à Marseille? Qui sont-ils et où sont-ils? Au début, je croyais que c'était les cités qui contrôlaient le trafic de drogue. Je sais à présent qu'il y a d'autres acteurs en jeu. Pour comprendre qui sont ces personnes et comment fonctionne cette complexe organisation, je pars à la rencontre d'Amina Adaoui, ancienne passeuse de cannabis entre le Maroc et la France. Vous qui avez fait partie du trafic de drogue étant plus jeune, pouvez-vous me dire qui contrôle tout ça? Les gens à la tête de l'organisation, d'où viennent-ils? L'ancienne génération des acteurs du banditisme contrôle l'importation en gros, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Ce n'est pas 50 kilos de Go Fast. Mais ces personnes-là ne vivent plus ici, à Marseille. Ces personnes amassent beaucoup d'argent liquide. Comment le transforment-ils en argent légal? Ils investissent quand même dans des petits commerces de proximité et ça permet voilà, de réintégrer l'argent liquide, l'argent sale dans un commerce légal. Hôtel, bar, restaurant. Les barons de la drogue utilisent l'argent liquide parce qu'ils ne laissent pas de traces. Ils investissent ailleurs sans devoir passer par des formalités administratives. Ils sont clean. Mais alors, qui sont les personnes au sommet? Les chefs suprêmes? Effectivement, ils sont issus des grandes familles corses qui ont été impliquées historiquement dans le trafic de stupéfiants. En résumé, maintenant que la French Connection a disparu, c'est la Marseille Connection ou la Corsican Connection qui a pris le relais. Oui, parce que l'histoire, elle ne s'arrête jamais. C'est d'héritage en héritage. De toute évidence, il ne sera pas facile de pouvoir parler à un des chefs du crime organisé. Et pour rendre les choses encore plus difficiles, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils peuvent se cacher. Mais je connais un rescapé de la French Connection qui pourra peut-être m'aider. Tony Languille. Voilà, il y a des juges qui m'ont condamné qui sont morts. Moi, je suis encore ici. Avec mon avocat. Il a accepté de dîner avec moi, à la condition que son avocat, Frédéric Monneret, soit présent. Ce dernier est célèbre pour avoir représenté plusieurs acteurs du grand banditisme durant leur procès. Malgré la convivialité ambiante, je vois bien que ces deux-là sont constamment sur leur garde. Vous attaquiez des banques, des personnes ont été blessées, beaucoup ont perdu la vie. Des personnes qui comptaient pour vous ont perdu la vie. Vous avez participé à cette violence. Est-ce que ces pensées vous tiennent éveillé la nuit à mesure que vous vous assagissez? Pour être honnête, le monde est violent. La violence, c'est vrai, pour faire stopper, pour faire comprendre, donne-moi l'argent et je te ferai rien. On ne va pas faire de la violence pour tuer, ça c'est pas vrai ça. Au plus on monte, au plus la violence, elle est camouflée, mais elle est plus forte encore. Alors moi, c'est une petite violence, à mon niveau. D'accord, je vous crois. J'entends toujours les mêmes choses sur l'identité de ceux qui tirent les ficelles à Marseille. Des personnes connues seraient impliquées. Mais que finalement, ce sont les Corses qui sont au sommet de la chaîne. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une part de vérité, oui. Bon, il y a beaucoup de Corses qui étaient dans la navigation
qui participent au trafic. Ce que je voulais dire, c'est que ces familles du grand banditisme qui laissent les autres se faire arrêter à leur place, ce sont elles en fait les vrais marionnettistes dans l'histoire. J'ai raison, non? Non, non, non. Marseille, c'est une ville à part. C'est une ville sanglante. Il y a toujours eu des règlements de code. C'est pareil, en Corse, ils ne s'arrêtaient pas de se tuer. Voilà. J'avais sûrement eu tort de croire qu'il m'éclairerait sur les tenants et les aboutissants du crime organisé. Mais j'avais encore une question pour les deux vétérans. Et peut-être aurait-il une réponse cette fois. Pourquoi les membres des grandes familles, celles de l'époque de la French Connection par exemple, ne vont pas dans les ghettos pour essayer de mettre un terme à cette violence en parlant à ces jeunes hommes? Le problème, c'est que sur Marseille, à l'heure actuelle, il n'y a plus de figure marquante du grand banditisme. Et dire à ces gens-là qui s'assassinent et qui s'entretuent entre eux, il faut tout arrêter, il n'y a personne qui n'est capable de le faire, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des voyous. Messieurs, vous êtes d'accord avec moi? La violence à Marseille est en train d'empirer. Ça tourne au cauchemar. Comment les choses vont-elles évoluer? Jusqu'à présent, la violence, elle était dans les cités. Mais au fur et à mesure, on voit que la violence, elle progresse vers le centre-ville. Et c'est un phénomène extrêmement inquiétant parce qu'on n'arrive plus à canaliser ce phénomène. Et on se rend compte que maintenant, c'était une erreur fondamentale. Et ce que je crains, c'est que dans quelques années, Marseille, ça devienne Bogota. Je suis venu à Marseille dans le but de découvrir pourquoi son taux de criminalité était monté d'un cran. J'ai d'abord pensé que le crime organisé était devenu le crime désorganisé. Mais la vérité, c'est qu'il a toujours été mené d'une main de maître. Quand on vend des substances illicites et que d'énormes sommes d'argent sont en jeu, le crime et la violence sont inévitables. Et il semble naturel pour les grands de ce milieu de s'appuyer sur les plus pauvres pour exécuter leur basse besogne. C'est pourquoi les cités sont des terrains de choix pour les barons du grand banditisme. La police et les médias ne portant leur attention que sur eux, la fracture sociale ne cesse de s'aggraver dans ces quartiers. Mais ce n'est pas uniquement le problème de Marseille, cela peut arriver dans n'importe quelle ville européenne. La question est-ce que la légalisation du cannabis entraînerait une baisse de la violence ou ne ferait-elle que l'alimenter? Je ne pense pas avoir un jour la réponse à cette question, car il est tout simplement plus facile pour les pouvoirs en place de laisser les choses en l'état.